E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission Comment je me nourris. Alors, on va aborder aujourd'hui une thématique alimentaire. On va parler des aliments polémiques. Donc, j'appelle aliments polémiques les aliments à débat. On se pose la question de pourquoi ou pourquoi pas les consommer. Donc, on peut compter parmi ces aliments la viande, le gluten, les produits laitiers, le sucre et j'en passe. Mais c'est déjà les 4 aliments polémiques dont on va parler aujourd'hui. Et pour parler de ces 4 aliments polémiques, j'ai à mes côtés un grand ami. Il est naturopathe certifié du Sénato, professeur de yoga, masseur bien-être aussi. J'ai la joie d'avoir à mes côtés Sabri Manoubi. Bonsoir à tous, bonsoir Alice. Bonsoir Sabri, comment tu vas aujourd'hui ? Très très bien. Ouais, ça va malgré l'hiver ? On survit. Alors Sabri, on se connaît très bien, on est de très bons amis et c'est vrai que j'avais à cœur de faire cette émission autour des aliments polémiques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais finalement pourquoi la viande ou pourquoi le gluten ou pourquoi les produits laitiers sont à bannir ? Qu'est-ce qu'on peut bien leur reprocher à ces aliments-là ? Et puis aussi comment on peut les remplacer dans notre assiette parce qu'il y a quand même des grands carnivores qui se disent mais moi si on m'enlève ma viande, je ne sais pas par quoi remplacer cette viande-là. Donc c'est un peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui. On va y aller progressivement. Et voilà, donc le but, c'est que toi, tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces aliments-là et puis comment on peut les remplacer dans la vie de tous les jours. C'est ça, on va décortiquer ensemble justement ces différents aliments et on va essayer de voir un petit peu la face cachée de certains aliments pour un petit peu comprendre les mécanismes qui sont en jeu au niveau de la santé. Et derrière, on verra ensemble aussi, comme tu l'as dit, des alternatives plutôt saines pour les remplacer. Bon, génial. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des produits laitiers. On a tous en tête cette petite pub « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Je pense qu'on l'a tous déjà entendu. Et puis, mangez vos 5 produits laitiers par jour. Donc, c'est vrai qu'avec des informations pareilles, c'est un peu compliqué aujourd'hui de se dire que finalement, c'est peut-être pas si juste que ça et qu'on pourrait tout à fait s'en passer de ces produits laitiers. Mais déjà, ces produits laitiers, qu'est-ce qu'on peut bien leur reprocher alors ? Alors, avant de commencer, j'aimerais juste préciser une chose, c'est que le but, bien sûr, de cette intervention n'est pas de diaboliser ces familles d'aliments, d'accord ? Donc, on n'est pas là pour les montrer du doigt et dire qu'il faut absolument s'en passer. Par contre, on prône en naturopathie la question et la notion d'équilibre. Donc, à partir du moment où on va consommer un aliment en excès, quel qu'il soit, même un aliment sain en excès peut devenir néfaste. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vont apparaître des désagréments et des soucis au niveau de santé. Donc, l'intérêt vraiment de cette intervention, c'est de se dire qu'on va prôner la modération, et surtout de savoir en fait ce qu'on mange. Donc c'est vraiment le but. Pour en revenir aux produits laitiers, donc il y a plein de choses, et si tu le permets, j'aimerais commencer avant avec quelques chiffres, d'accord, pour recontextualiser la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des produits laitiers en France, c'est une énorme industrie. Ce qui fait qu'il y a effectivement des informations qui sont véhiculées à travers les médias qui vont prôner l'usage des produits laitiers, ce qui est normal puisque derrière, ça rapporte beaucoup d'argent. Et si vous voulez quelques chiffres déjà, le marché des produits laitiers en France aujourd'hui, il représente, en termes de lait de vache, 24 milliards de litres par an, 440 millions de litres de lait de chèvre et 255 millions de litres de lait de brebis. La France, au niveau européen, est le 2e producteur, derrière l'Allemagne, et c'est le 8e mondial. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, le marché des produits laitiers a rapporté en France 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, donc c'est quand même, il y a quand même un sacré business derrière tout ça, entre guillemets. Enfin, c'est important d'avoir connaissance de ces chiffres-là aussi pour comprendre un petit peu pourquoi finalement on en fait tant l'éloge et la pub quotidiennement, parce qu'il faut vendre aussi. C'est ça. Il y a toute une industrie derrière qui en vit et ça rapporte beaucoup à l'économie du pays. Autre chose, là où il faut recontextualiser la chose, c'est que les produits laitiers ont été un aliment de base et de survie après-guerre. Donc ça a été extrêmement important. Après, notamment la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits. Les terres agricoles n'étaient pas présentes. Il y avait moins d'agriculteurs également. Et on a utilisé les produits laitiers pour justement pallier à des éventuelles carences nutritives. Donc ça a aidé vraiment durant une certaine période. Sauf qu'il y a une industrie qui s'est développée derrière. Il y a eu un marché aussi qui a été développé. Et c'est à ce moment-là que justement, il y a eu une espèce de mainmise là-dessus. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on a envie forcément de montrer qu'un bon côté des produits laitiers, ce qui fait qu'on arrive à tout ça à travers les médias. Si tu permets également, j'aimerais juste parler de la consommation des Français par an en termes de produits laitiers. Donc je te pose une question, Alice, à ton avis, un Français par an consomme en moyenne combien de kilos de beurre ?
Alors, je pense que ça doit être assez énorme. Bon, moi, je ne consomme pas du tout de beurre, donc j'ai du mal à me dire que les gens peuvent en consommer énormément. Mais je pense que notamment en Bretagne, ça doit frôler, allez, on va dire 30 kilos. C'est quand même exagéré, mais déjà en moyenne en France, on est par an à 3,1 kilos de beurre. Ah ouais, moi 30 kilos, j'étais vraiment... Ouais, 30 kilos, au Queen Gaman, tu vois, le truc ça, bien exactement. mastodonte. Et on a ensuite, après le beurre, on a la crème, donc c'est 3,7 kilos par an par personne. Le lait, ça représente 38 kilos, 12,5 kilos de fromage et 28 kilos de yaourt et de dessert lacté. Donc là, à ce moment-là, on commence à se dire, effectivement, ça fait un peu beaucoup. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est sûr que là, on se rend compte à quel point, finalement, la consommation des Français en termes de produits laitiers, c'est mastodonte, quoi. Mais avec les produits laitiers aussi, il y a aussi quelque chose d'assez régressif, finalement. Ça rappelle le lait maternel. C'est quelque chose d'assez cocooning, enveloppant. Exactement. Donc, c'est ça aussi qui fait que, quelque part, il y a une forme d'addiction qui peut se créer. Il y a effectivement une forme d'addiction, puisque c'est un aliment cocooning. C'est aussi un mélange de gras et de sucre, qui est l'association la plus addictive qui existe aujourd'hui au niveau gustatif. Donc vraiment, oui, le produit laitier, c'est un peu une niche et c'est un petit peu traître par moment. Si tu veux bien, j'aimerais t'énumérer éventuellement 10 potentiels arguments pour remettre en question et en considération sa consommation de produits laitiers. Allez, on est parti, on t'écoute. D'accord, numéro 1 déjà, donc une question tout simplement logique, c'est que l'homme est le seul être vivant qui à l'âge adulte consomme encore des produits laitiers. Donc dans le règne animal, jamais on a observé ça, c'est-à-dire qu'un animal à l'âge adulte ne va plus téter sa mère pour avoir du lait ou pour se nourrir. Et il n'y a que chez l'être humain en fait qu'on retrouve ça. Donc premièrement, c'est quand même un peu bizarre. Maintenant, autre chose, d'un point de vue physiologique, ce qui peut illustrer ce propos, c'est qu'il y a une enzyme en fait qu'on appelle notamment la lactase, qui est chargée de dégrader le lactose, qui est un des sucres qu'on retrouve dans le lait. Et bien, cette enzyme, elle est absente chez 75% des adultes, alors qu'elle est présente chez le nourrisson. Ce qui prouve déjà, scientifiquement parlant, qu'à l'âge adulte, on n'est plus censé trop consommer de lait. Autre point également intéressant, c'est que le lait de vache, c'est pas le lait maternel, c'est pas un lait pour être humain. Donc en termes de protéines, donc protéines, lipides, glucides, hormones de croissance, on va retrouver en fait des proportions qui sont adaptées à un veau qui pèse 50 kg à la naissance et qui est censé peser plus de 250 kg au bout de 6 mois. Donc forcément, quand un être humain consomme des produits laitiers, il va se surcharger. Et c'est ce qui fait qu'aussi, quand on parle d'hormones de croissance, il faut savoir que l'hormone de croissance bovine fonctionne également sur l'être humain. Donc ça va avoir également un impact sur notre physiologie. Bien sûr. Autre chose, il y a la présence de caséine. Donc caséine, c'est une protéine qui représente 60% des protéines du lait. Et cette caséine-là, le souci, c'est qu'on a du mal à la digérer. Pourquoi ? Parce qu'on utilise cette même caséine notamment sur les étiquettes des bouteilles. Donc on en fait de la colle. Eh bien, ça fait exactement la même chose au niveau digestif. Le problème, c'est que du coup, ça crée une inflammation, ça crée des réactions immunitaires au niveau du système digestif, et ce qui fait que finalement, on s'acidifie et on a une inflammation qui devient chronique à la consommation de produits laitiers. Et on s'encrasse aussi, parce que comme tu le dis, qui dit colle dit que ça va créer du mucus, finalement, des colles au sein de notre système digestif. Exactement. Et donc, ça fait partie des aliments très mucoproducteurs qui viennent complètement encrasser notre intestin. C'est ça. Donc on vient se surcharger plus qu'autre chose avec justement cette fameuse caséine. Autre chose, il y a une forte présence de phosphates. Donc 6 fois plus que le lait maternel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phosphates en excès vont diminuer l'absorption du calcium, alors que c'est un argument notamment premier par rapport aux produits laitiers. On va consommer un aliment très riche en calcium, notamment pour lutter contre la fameuse ostéoporose. On se rend compte que finalement, non. En consommant des produits laitiers, la forte concentration de phosphate va limiter l'absorption du calcium. Donc, ce qui est déjà quand même aussi un point assez intéressant. Autre chose, on en parlait tout à l'heure, notamment le fameux facteur de croissance, donc on appelle justement c'est IGF-1, Insulin-like Growth Factor, d'accord, qu'on retrouve dans le lait bovin, va stimuler donc forcément la production d'hormones de croissance, mais aussi la multiplication cellulaire des cellules saines et cancéreuses chez l'homme. Donc ça peut être un facteur également aggravant sur des terrains plus ou moins sensibles. Aussi autre chose, une hormone comme l'insuline. Donc l'insuline bovine est exactement plus ou moins similaire ou très proche de celle de l'homme. Donc ce qui veut dire que finalement l'insuline qu'on va retrouver dans le lait, le lait de vache, finalement, va également fonctionner sur notre corps. Et le souci, c'est qu'à la longue, à force de consommer du lait tous les jours pendant des années, on risque
notamment d'avoir justement alors j'en perds les mots. Une insulinodépendance ? Exact. En fait, oui, c'est-à-dire qu'on peut en fait avoir une non-reconnaissance de l'insuline au niveau cellulaire, ce qui veut dire qu'on va devoir nécessiter, notamment qu'on va engendrer notamment des diabètes de type 2 et de type 1. Donc là, ça devient vraiment dangereux là-dessus. Donc l'excès notamment de lait peut avoir un impact direct sur notre système hormonal, notamment sur notre glycémie. Autre point, donc là j'en étais au 6e, j'en ai encore quelques-uns. C'est déjà pas mal, on apprend quand même beaucoup de choses sur les produits laitiers là. C'est ça. Autre chose, donc on parlait de lipides tout à l'heure, il y a une forte concentration d'acides gras dans le produit laitier. D'accord, les fortes concentrations d'acides gras, donc il y a des effets néfastes comme on le sait aujourd'hui, notamment sur le système cardiovasculaire. Donc c'est très riche en acides gras saturés, et ça vient encore une fois surcharger et encrasser notre système. Autre point qui peut intéresser tout le monde là-dessus, c'est qu'effectivement si on consomme du lait qui n'est pas issu notamment du circuit bio, on va retrouver notamment dans la nourriture qu'on donne aux bovins des pesticides. Ces pesticides-là vont également se retrouver dans le lait, puisque généralement on va stocker les toxines et les métaux lourds notamment dans les graisses. Donc on va en retrouver dans les produits laitiers. Et là aussi, encore une fois, on va les ingérer. Et du coup, on va se surcharger et se faire plus de mal que de bien. Donc voilà, il y a aussi également les traitements antibiotiques qu'on donne aux bovins, qui vont également avoir un impact sur l'homme, donc qui sont encore présents dans le lait. Et ce qui veut dire qu'ils vont aussi avoir un impact sur notre flore, qui est notre première barrière immunitaire au niveau digestif et notre second cerveau. Donc encore une fois, voilà, on a vraiment tout un tas de points qui nous poussent justement à faire très attention à notre consommation de produits laitiers. Dernier point, et cette fois-ci c'est plutôt éthique, j'ai envie de dire, c'est juste les conditions inhumaines d'élevage de bovins. Ouais, c'est sûr. Si certains ont déjà vu des images d'élevage, c'est ignoble, on peut le dire. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est vraiment pas glamour, mais qu'on peut préciser aussi, c'est que les animaux sont souvent tellement maltraités qu'on peut retrouver même du pus issus des pies de la vache qui sont ensuite stérilisés. Le lait est stérilisé par la suite, mais il y a de fortes chances que quand on boit une bouteille de lait issu du circuit conventionnel, qu'on consomme en plus du pus de la vache qui a eu les pies qui ont été vraiment malmenées, quoi. Donc c'est sûr que s'il y a bien quelque chose à retenir là-dedans, c'est qu'on est la seule espèce sur Terre à consommer le lait d'une autre espèce, et en soi, c'est pas du tout physiologique et normal d'aller consommer le lait d'un autre animal. Et là, comme tu le disais, le lait d'une vache, il est censé faire croître en l'espace de 6 mois le veau à la taille adulte. Donc forcément, on ne va pas vivre ça de manière tout à fait sans conséquence si on consomme ce lait-là. Et d'ailleurs, il y avait aussi une étude qui prouvait que les bébés, les nourrissons, qui n'avaient pas la chance d'être allaités par leur maman et qui étaient nourris au lait de vache, avaient un foie beaucoup plus gros que les nourrissons qui sont allaités avec le lait de leur mère, parce qu'il y a tellement d'acides gras, justement. Exact, c'est un foie gras. Exactement. C'est ça. Donc ça, c'est vrai qu'en entendant tout ce que tu viens d'énumérer, ça peut quand même sensibiliser beaucoup de gens aussi à se rendre compte que, certes, les produits laitiers, il y a tout le côté gustatif, etc., qui peut être vraiment plaisant pour certaines personnes, mais c'est important d'être conscient aussi. Le but, c'est pas non plus de diaboliser. C'est ça. En fait, on est le pays du fromage. Et on ne va pas non plus tirer un trait sur cette culture. Donc l'intérêt, c'est vraiment de garder en conscience que, en tant qu'aliment plaisir, pourquoi pas ? Et c'est ce qu'on appelle notamment les fameuses escapades alimentaires en naturopathie. Et là, se faire plaisir de temps à autre, au contraire, et de favoriser plutôt la qualité que la quantité. Mais surtout de se dire que, effectivement, si je fais un écart aujourd'hui, j'ai tout intérêt derrière pour me faire du bien de limiter ma consommation. Donc voilà, de chercher vraiment chacun son petit équilibre. Alors là, ça vient faire aussi appel à ce fameux message qu'on entend, parce que la plupart des gens se disent « oui, mais moi, le calcium, où est-ce que je vais le trouver ?» Donc c'est vrai que dans les produits laitiers, on a associé dès la plus tendre enfance que fromage, lait est égal calcium, et finalement, si on n'a pas ça, on risque l'ostéoporose, etc. Et c'est là où on voit que c'est un petit peu le comble, parce qu'en France, on est les plus grands consommateurs de produits laitiers, et c'est aussi le pays où il y a le plus d'ostéoporose. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a... il y a 2 poids, 2 mesures. En fait, ce qu'on ne nous dit pas, par exemple... concernant les produits laitiers, alors ils sont certes riches en calcium. Par contre, on ne va jamais parler de coefficient d'absorption. Donc ce qui veut dire en gros que quand on consomme un produit laitier, le coefficient d'absorption n'est que de 32%. Autrement dit, pour 250 grammes de lait, donc une grosse tasse, on va absorber en termes de calcium 96 mg, ce qui est dérisoire pour une grosse tasse. Donc en gros, vraiment, il faut savoir autre chose, c'est que ce coefficient d'absorption, donc la capacité du corps à absorber le calcium qu'on va retrouver dans le lait, elle tend à diminuer avec certains cofacteurs. Et les cofacteurs, notamment, c'est les excès de sulfate,
donc qu'on a retrouvé également qu'on retrouve déjà dans le lait de vache, mais également la caféine. Donc le fameux café au lait, il faut savoir que c'est une catastrophe. Donc voilà, l'intérêt c'est de se dire déjà de base, certes il y a du calcium, mais on n'en absorbe pas tant que ça. Et puis après, si tu souhaites peut-être qu'on fasse une petite parenthèse sur l'ostéoporose, mais on peut très bien en parler aussi. Bien sûr, je pense que c'est très intéressant de comprendre un petit peu ce mécanisme aussi. D'accord. Alors pour rappel, juste l'ostéoporose, donc c'est une maladie du squelette, d'accord, qui est caractérisée par une faible densité osseuse. D'accord. La fragilité des os entraîne des fractures qui sont la manifestation clinique de la maladie. Donc là, j'ai 3 études scientifiques qui sont hyper intéressantes vis-à-vis de l'utilisation des produits laitiers pour la prévention de l'ostéoporose. Première étude, donc c'est une étude menée par des chercheurs de l'université de Yale qui rapporte que les pays les plus touchés par l'ostéoporose sont les États-Unis, l'Allemagne, la Finlande, la Suède, la France, autrement dit, les pays où l'on consomme le plus de produits laitiers. Autre point également intéressant, c'est que cette étude démontra d'ailleurs que les Afro-Américains, qui consomment en moyenne 1000 mg de calcium par jour, ont 9 fois plus de chances de se fracturer la hanche que les Sud-Africains qui en consomment en moyenne 196 mg. Donc en gros, déjà de base, de dire qu'il faut consommer beaucoup de calcium pour prévenir l'ostéoporose, c'est faux. Et de surcroît, plus on consomme du calcium ou des produits riches en calcium, notamment comme les produits laitiers, plus on accroît le risque d'ostéoporose, donc à travers cette étude. Une autre étude, cette fois-ci, menée par l'université notamment de Sydney, découvre que la consommation de produits laitiers chez les enfants augmente le risque de fracture de la hanche à la vieillesse. Une étude publiée dans American Journal of Epidemiology en 1994. Dernier point aussi, donc des chercheurs travaillant pour l'industrie laitière américaine, qui s'appelle le National Dairy Council, ont réalisé une étude qui consistait à donner à un groupe de femmes ménopausées donc 8 verres de 25 centilitres de lait écrémé par jour pendant 2 ans. Donc ce groupe, il était en comparaison avec un autre groupe de femmes ménopausées qui ne devaient prendre aucun verre de lait pendant cette même période. Au final, le groupe lait, qui consommait 1400 mg de calcium par jour, a perdu 2 fois plus de masse osseuse que le groupe sans lait. Donc en gros, plus on consomme de calcium, plus on va détériorer le squelette. Après, moi, je pense qu'il y a quelque chose à préciser par rapport à ça, c'est que la forme de calcium qui est présente dans les produits laitiers n'est pas assimilable par le corps. Elle va servir à la contraction musculaire, à tout un tas d'autres choses, mais elle ne va pas être proprement assimilable. Les formes de calcium qui sont assimilables, c'est le carbonate et le phosphate de calcium qui ne se retrouvent pas dans les produits laitiers, mais par exemple dans le lithotame, qui est une algue bretonne qu'on trouve, une algue rouge. Et là, c'est un calcium qui est pleinement assimilable. Et ce qu'il est important de préciser aussi dans ce cadre de l'ostéoporose, c'est que les produits laitiers sont très acidifiants. Et donc, qui dit acidité dit que l'organisme... Exactement. L'organisme, pour se défendre, va déjà faire appel à ses propres bicarbonates pour venir tamponner l'acidité. Et là, c'est le fameux système tampon qui va se mettre en marche dans l'organisme. C'est-à-dire que, vu que l'organisme vit l'acidité comme une agression, il va se mettre en défense aussi par rapport à ça. Donc, le système tampon, c'est envoyer les bicarbonates déjà pour tamponner l'acidité. Et quand on a épuisé tout son stock de bicarbonate, en fait, on va aller puiser dans nos propres réserves alcalines basiques. Et donc, c'est dans nos fanères, nos os, nos dents, nos ongles. Exactement. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on est censé apporter des minéraux avec le produit laitier, sauf qu'on s'acidifie et derrière, on va se déminéraliser. Donc, c'est effectivement un cercle vicieux. D'où l'intérêt vraiment de les consommer avec modération. C'est, je pense, la meilleure des conclusions, mais aussi, tu as quelque chose à rajouter, Sabri? Voilà. Donc, oui, effectivement... Il y avait une dernière étude, et je pense qu'elle est importante, elle est très intéressante d'ailleurs, c'est qu'en 2000, des chercheurs américains analysent des études sur les laitages parues depuis 1985. Et leur conclusion est claire, les éléments scientifiques dont on dispose ne permettent pas de soutenir la recommandation qui vise à encourager la consommation quotidienne de laitage pour favoriser la santé des os. Donc on ne peut pas faire plus direct que ça, je pense, surtout qu'ils ont analysé toutes les études qui étaient présentes sur les produits laitiers à ce moment-là. Et je pense que tu posais cette question tout à l'heure par rapport aux alternatives. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien retenir là, avec les produits laitiers, donc, c'est que ça reste un aliment plaisir. C'est assez traditionnel. Voilà, c'est avec modération, comme tu le disais, mais c'est d'avoir conscience de tout ça, d'éviter peut-être de les consommer le soir et plutôt le midi, de privilégier plutôt les fromages de chèvre et de brebis qui sont plus digestes, moins chargés aussi en acides gras saturés, etc., et qui vont être mieux tolérés. Mais l'idéal, c'est vrai, et notamment dans certains cas, dans certaines pathologies, évincer les produits laitiers, c'est plutôt très bénéfique.
Exactement. Et pour les alternatives, alors à la fois pour l'aspect gustatif et j'ai envie de dire traditionnel du lait, c'est-à-dire en tant que boisson, il existe des alternatives végétales aujourd'hui. Et là, on peut s'orienter vers le lait de riz, vers le lait de soja également. On a également le lait d'avoine qui est très bien. Donc voilà, il y a différentes variétés, les laits d'oléagineux également, amandes, noisettes, chanvre. Et on peut vraiment aller vers tout type de lait à partir du moment où le goût nous plaît. Mais également, en termes de calcium notamment, et là où on peut trouver d'autres sources de calcium, comme tu l'as dit tout à l'heure également dans les oléagineux, notamment dans les algues comme le ditotam, mais il y a aussi d'autres végétaux, comme par exemple la corette, qui est une plante qui contient pour 100 grammes, 2 grammes de calcium, ce qui est énorme, qui est l'une des sources les plus riches en calcium du végétal. On a également l'ortie, dont on ne parle pas souvent, mais qui contient quand même 1900 mg pour 100 grammes, donc 1900 mg de calcium pour 100 grammes, ce qui est déjà énorme. Les algues comme le wakame, donc 1,3 g pour 100 grammes. Le chou kale, qui en contient 150 mg. Le chou chinois, 67. Et puis après, il y a le thym notamment, on n'en parle pas souvent, mais quand même, qui est 1,2 g pour 100 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis le fameux lithotam. Mais le lithotam, on va retrouver 33 mg pour 100 grammes. Donc voilà un petit peu. Après, il y a une source aussi dont on ne pense pas forcément et qui était utilisée en remède à l'époque, c'est la coquille d'œuf, notamment dans le fameux jus de citron. Et là, les scores explosent. En termes de calcium, on est à 40 grammes de calcium pour 100 grammes de coquille, ce qui est quand même énorme. Donc quelqu'un qui est ultra carencé en calcium, elle a intérêt à se faire des petites cures, et notamment un jus de citron avec une coquille d'œuf, et puis là, on rebooste les réserves. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on procède là, pour cette coquille d'œuf dans le jus de citron ? C'est très simple. En fait, on prend un verre, tout simplement, ou de la taille qui pourra contenir l'œuf en tout cas. Idéalement, on va prendre quand même un œuf bio, de préférence. Et puis, on va tout simplement en fait, remplir le verre qui contient l'œuf avec un jus de citron. Donc l'œuf est cru, bien sûr, on ne va pas cuire l'œuf. Et en fait, c'est le citron qui, tout au long de la nuit, en fait, on va le laisser reposer pendant une nuit, qui va justement dégrader le calcium de la coquille. Et il suffit en fait le lendemain de boire en fait le jus de citron au calcium. Super. Bon, voilà une petite astuce qu'il est bien de connaître aussi. Exact. Mais donc oui, comme tu l'as nommé, il y a énormément d'alternatives finalement, de belles sources de calcium dans le règne végétal. Toutes les alternatives de laits végétaux, en plus, qui peuvent être très gourmandes. Le lait d'amande, le lait de noisette, le lait de noix du Brésil. On peut même réaliser ses propres laits maison avec en plus des acides gras non saturés d'excellente qualité. C'est ça. D'ailleurs, on peut donner une petite astuce très simple. Il suffit d'avoir un bon blender à la maison. La moyenne dans le commerce, c'est à peu près 5%. Donc, si vous prenez un lait d'amande dans le commerce, il y a à peu près 5% d'amande. Donc, vous pouvez largement augmenter ces chiffres-là. Et pour 1 litre de boisson, vous pouvez aller à 10%, c'est-à-dire 100 grammes d'amande, par exemple, réhydratée, pour 1 litre d'eau. Vous blendez ça à la maison, et puis vous filtrez avec un tissu, par exemple. Et puis, ça vous fait votre lait pour quelques jours, donc sans problème. Exactement. Et puis, un lait qui est non pasteurisé, parce que aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que la plupart des laits dans le commerce sont pasteurisés, donc on détruit aussi énormément de précieux nutriments. Exactement. Et, donc, des bonnes bactéries. Tout à fait. Donc l'intérêt de faire son propre lait aussi végétal à la maison, c'est qu'on a une boisson qui est vivante, qui est beaucoup plus concentrée en effet que les laits en briques, qui sont souvent beaucoup d'eau, avec une faible concentration d'oléagineux. Donc il existe plein de belles alternatives. Et aujourd'hui, il y a aussi tout un tas d'artisans qui se lancent dans la création de fromages. Donc on les appelle plus des fromages, c'est des fromages à base d'oléagineux. Et c'est aussi très savoureux. C'est des belles alternatives qui sont vraiment saines, goûteuses. Et c'est même bluffant en termes de goût. Parce que franchement, on peut se faire avoir en termes de goût. Ouais, carrément. Il y a des bleus végétaux, etc. qui sont créés. Donc en fait, il y a une large palette. Et puis tout ce qui est verdoyant aussi, de ne pas hésiter à varier aussi les légumes, etc. dans son alimentation, à consommer des algues marines. Il y a tout un tas de sources. Et d'ailleurs, peut-être que sur ton site internet, il y a un article sur les produits laitiers ou autres où on peut retrouver... Oui, même une vidéo d'ailleurs, où je reprends certains points qu'on a énumérés aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, oui, il y a des petites vidéos en tout cas qui peuvent vous en apprendre un peu plus. Bon, super. Déjà, on a quand même bien fait le tour là, de cette question des produits laitiers et le temps file. Donc, on va passer maintenant au gluten. Alors, le gluten, on en entend de plus en plus parler. Ça devient très à la mode de consommer sans gluten. Dans les magasins, on voit tout un tas de rayons spécialisés dans le sans gluten. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui se disent, mais finalement, pourquoi on bannit tant que ça le gluten alors que nos ancêtres consommaient beaucoup de pain, que le pain, c'est aussi, tout comme le fromage, ça fait partie des aliments mais fondamentaux de la table d'un Français. Oui. Et puis même dans de nombreux autres pays, c'est très culturel d'avoir une bonne baguette à table. Sacré. C'est très sacré. Mais dans tous les pays, finalement, il y a toutes sortes de pains. À chaque fois, que ce soit du pain pita, que ce soit une baguette, que ce soit un pain plus traditionnel. Moi, je pense à tous les voyages que j'ai faits. Il y a toujours
toujours un C'est pain... un aliment de base, ouais, effectivement. C'est hyper nourrissant et c'est vrai que c'est un incontournable, hein, le pain. Et puis c'est aussi la nourriture du pauvre, hein. Faut pas se leurrer, c'est la base. Et effectivement, traditionnellement, le pain est ancré depuis qu'on a créé le feu et qu'on a réussi à cultiver les céréales. Effectivement, le pain s'est vite installé. Et donc ce pain, généralement, il est fait à partir de blé et donc il contient du gluten. Et ce gluten-là, alors, quelle est la problématique finalement? Pourquoi on devrait faire attention à notre consommation? C'est ça. Alors dans un premier temps, déjà, on va définir ce qu'est le gluten, parce que c'est un terme générique de base qui désigne des protéines dans les céréales. Mais nous, spécifiquement, ce qui nous intéresse, c'est que le gluten en soi, c'est un mélange à la fois de protéines associées à de l'amidon, d'accord, et qui constitue la plupart des céréales. Et en fait, ce gluten-là, c'est ce qui est responsable de l'élasticité en fait de la pâte. C'est ce qui va donner le côté élastique, collant d'une pâte. Sans gluten, en fait, il n'y a pas de pain. C'est marrant, tu as dit collant, mais d'ailleurs, dans le gluten, on a glu. C'est-à-dire que ça colle. Ouais, vraiment, ça. On a cet aspect colle qui est vraiment là, quoi. Exactement. Et effectivement, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de pain. Et c'est d'ailleurs la grosse problématique des soi-disant pains sans gluten, parce que généralement, ils ne se tiennent pas du tout. Les pains sans gluten, vous les coupez, ça s'émiette, ça en met partout, et à la fin, on se dit, peut-être mieux aller acheter une baguette normale. Mais du coup, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les céréales à gluten, voilà, il y en a certaines. Donc, en gros, qu'on va montrer un peu du doigt. Et si vous voulez, il y a un terme mémotechnique, en fait. Alors, ça ressemble un peu à un terme japonais, d'ailleurs. Donc, c'est saboke. Donc saboke, ça veut dire seigle pour S, d'accord, A pour avoine, B pour blé, pardon, O pour orge, K pour camut, et donc le E pour épeautre. D'accord, donc on va vraiment cibler un peu ces céréales-là en matière de gluten. C'est un peu les céréales qui reviennent le plus quand on parle d'intolérance au gluten ou d'allergie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va avoir donc dans le gluten notamment, donc spécifiquement par exemple, donc on va avoir deux familles. D'accord, dans le gluten. Donc on va avoir notamment ceux qui provoquent la maladie cœliaque. Donc c'est ce qu'on appelle les gliadines. D'accord. Et on va avoir les sécalines, notamment du seigle également, qui vont être à l'origine d'inflammation. Là où ça pose ce problème, en fait, c'est que de base, la raison pour laquelle l'argument en fait, qui revient souvent, c'est nos ancêtres en consommaient. Et de base, voilà, ils étaient bien portants. Sauf qu'en fait, que l'agriculture moderne, elle y est pour beaucoup dans l'histoire du gluten. Ce qui se passe, c'est que forcément, c'est naturel en soi, hein, c'est pas forcément génétiquement modifié, mais c'est la main de l'homme y est pour quelque chose. C'est que les croisements qui ont été faits pour avoir de meilleurs rendements ont eu une modification aussi au niveau moléculaire. Ce qui fait que les protéines de gluten qu'il y avait à l'époque sont différentes de celles qu'on retrouve aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des chaînes beaucoup plus longues. Qui dit beaucoup plus long, dit beaucoup plus difficile aussi à digérer. Ce qui fait que cette fameuse glu qu'on retrouve dans le gluten va créer des inflammations et des réactions immunitaires au niveau digestif. Et à titre, aujourd'hui, voilà, les études sont un petit peu comme un peu pour les produits laitiers. Il y a quand même des études qui viennent contredire un peu tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres ne sont pas vraiment clairs. Mais on sait qu'il y a une fourchette entre... alors, il y a des études qui disent 1 personne sur 300, il y en a une qui disent 1 personne sur 10 serait éventuellement intolérante au gluten. Donc là, ça commence à poser problème, puisqu'effectivement, en fait, le gluten, on le retrouve partout. Et même, surtout, on en ajoute dans les pains du commerce, les pains industrialisés. Pour les rendre encore plus moelleux, encore plus élastiques et plus gourmands, finalement. Exactement. Et du coup, là, ça commence à devenir problématique, puisque la consommation, et encore une fois, on cherche la notion d'équilibre, quand il y a de l'excès, là, ça commence à poser problème. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui témoignent, elles ne sont pas forcément intolérantes ou quoi que ce soit, mais elles se rendent bien compte que lorsqu'elles retirent les produits qui contiennent du gluten... Elles perdent du poids. Ouais, et puis surtout, elles déballonnent, parce qu'il y a vraiment aussi ce côté très ballonnant du gluten. Voilà, un des signes d'une potentielle intolérance au gluten, légère, hein, bien sûr, on n'est pas au stade de l'allergie où là, c'est vraiment le pronostic vital est en jeu, mais un signe tout simple, vous allez consommer un aliment qui contient du gluten. Vous allez avoir la fameuse fatigue post-prandiale. Vous allez avoir une fatigue vraiment, mais un coup de massue juste après, des ballonnements, une digestion ultra lente. Ça, c'est des signes qui sont censés vous alarmer. Vous dire peut-être que j'ai une intolérance au gluten. Et à ce moment-là, vous faites un essai. C'est-à-dire que vous allez bannir les produits contenant du gluten pendant quelques jours. Et vous allez voir si vous vous sentez mieux. Généralement, c'est assez probant et beaucoup de personnes, encore une fois, tu le disais, hein,
c'est peut-être pas forcément la molécule de gluten en soi qui est problématique, c'est le fait qu'elle ait été vraiment hybridée, qu'il y a eu vraiment des hybridations multiples, ce qui fait que le blé qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec le blé ancestral, qui était vraiment, lui, bien toléré, bien digéré. Parce que pareil, le pain, c'est aussi un aliment d'après-guerre, hein. Ça a été vraiment des aliments essentiels qui a permis aux Français et à beaucoup d'autres peuples de traverser les périodes de pénurie, etc. Et donc là, la grosse problématique, c'est l'hybridation excessive de ces céréales-là, qui font qu'aujourd'hui, quelque part, on a quelque chose que le corps n'arrive pas spécialement à reconnaître, et qui est plutôt source d'encrassement, de colle. Hein. Encore une fois, on est dans la même famille que les produits laitiers. Ce sont des aliments qu'on dit en naturopathie mucoproducteurs, qui ont créé du mucus. Et d'ailleurs, on peut aussi sensibiliser les auditeurs comme petit signe s'il y a manifestation mucosique après avoir consommé soit des produits laitiers ou du gluten. Donc ça peut être un bouton de pus qui apparaît. Il y a certaines personnes, quand elles consomment... Exactement, c'est par la peau, mais il y en a d'autres, c'est par des glaires. C'est-à-dire vous allez avoir vraiment une toux grasse et vous allez évacuer du mucus par justement les voies respiratoires. Mais il y a aussi un point qui peut être intéressant vis-à-vis du gluten, c'est qu'on se rend compte en fait que le gluten en fait est finalement associé à pas mal de pathologies. Donc on l'a dit, effectivement, ça crée de l'inflammation au niveau digestif. Mais comme tu l'as précisé juste à l'instant avec le fameux bouton, c'est qu'il y a aussi d'autres manifestations, et ça peut être notamment les pathologies liées aux maladies de la peau, comme de l'eczéma, comme notamment tout le reste de l'acné de manière générale, qui peut être accentué justement avec la consommation quotidienne de gluten. Après, il y a aussi, donc on a dit au niveau digestif, syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, et il y a aussi aujourd'hui des études qui font le parallèle et le lien entre la consommation de gluten et les maladies neurologiques, et notamment un lien aussi avec éventuellement l'autisme. On peut vraiment améliorer certaines pathologies en réduisant des aliments justement comme les produits laitiers et le gluten. Comme tu disais en tout début d'émission, c'est-à-dire que quand même le ventre est notre deuxième cerveau, donc l'intestin, à partir du moment où il est encrassé, où il est englué avec tout un tas d'aliments qui sont producteurs de colle, finalement on vient impacter directement aussi notre état général et aussi notre état psychologique, vu que tout est en corrélation. On parle de psychosomatique ou de somatopsyché, et donc les deux sont en interférence permanente. Et donc à partir du moment où l'intestin fonctionne au ralenti, qu'il est encrassé par des couches de colle, etc., et ça va venir forcément impacter notre état de pensée, notre appréhension de la vie au quotidien. Exactement, et tout simplement, en fait, on va pas avoir d'énergie pour le reste, pour la concentration, pour la mémoire, pour s'auto-guérir aussi, puisque l'énergie vitale a besoin d'être en quantité suffisante pour que le corps puisse s'auto-guérir. Et du coup, là, en fait, c'est la digestion va prendre tellement d'énergie que le corps peut rien faire d'autre. Ce qui fait qu'on a cette fameuse fatigue, on a l'impression d'être dans le brouillard, de ne pas pouvoir se concentrer. Il y a un point aussi intéressant par rapport au gluten, c'est que c'est surtout le raffinage des céréales aussi qui va accentuer cette intolérance et ces allergies. Donc le fait de raffiner une céréale. On se rend compte que les personnes qui sont plus ou moins intolérantes, lorsqu'elles se dirigent vers des céréales semi-complètes et complètes, généralement elles les tolèrent mieux. Et du coup, plus on se rapproche du naturel, plus on se rapproche de l'état brut, et mieux c'est toléré par le corps. Au début, là, tu disais que donc il y avait le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, le camut et l'épeautre. Le camut et l'épeautre, c'est quand même des variétés plus ancestrales de céréales, où la teneur en gluten est plus faible que dans le blé, par exemple. Exact. Le blé est quand même sur le top du podium par rapport à sa concentration en gluten. Mais il y a certaines personnes qui vont très mal digérer, par exemple, un pain issu de farine de blé exclusive, et qui vont beaucoup mieux tolérer un petit épeautre ou de l'épeautre, qui, certes, a une teneur en gluten, mais qui est beaucoup plus digeste. Mais généralement, quand on va acheter du petit épeautre ou de l'épeautre, il est semi-complet, voire complet aussi. On ne va jamais le trouver raffiné. Enfin, c'est très rare d'en avoir aussi des industrialisés finalement. Tout à fait. Et puis par rapport aux alternatives du coup, par rapport au gluten, effectivement, il y a beaucoup de céréales qui sont concernées par le gluten, mais il existe d'autres céréales et des pseudo-céréales aussi disponibles. Et je pense notamment au riz, qui est vraiment un aliment excellent, et puis de préférence, autant s'orienter vers du semi-complet, voire du complet. Donc un riz brun, un riz noir par exemple, le maïs, le sarrasin, quinoa. Et là, on arrive aux pseudo-céréales comme le millet et l'amarante. Pseudo-céréales parce que en fait, ça ressemble à une céréale, mais ça n'en est pas une, donc botaniquement parlant. Et puis, on a de manière générale aussi, comme on le disait tout à l'heure, les céréales complètes et semi-complètes. Donc l'intérêt, c'est de venir tester. Si vraiment vous sentez que consommer des aliments riches en gluten, ça vous fatigue et vous sentez que vous allez être plus ou moins intolérant, à ce moment-là, vous faites des essais, éviction, et puis vous tâtonnez en fait. Vous prenez telle ou telle céréale, vous vous orientez vers une semi-complète, voire une complète, et vous voyez comment ça se passe. Encore une fois, il y a beaucoup de céréales qui sont concernées par le gluten, mais il existe d'autres céréales et des
vous pouvez largement vous en passer, mais en tant qu'aliment plaisir, c'est toujours plaisant. Oui, encore une fois, comme disait Paracels, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Mais c'est d'avoir aussi conscience de ça et surtout d'être à l'écoute de son corps finalement, parce que c'est lui aussi qui enverra les signaux pour dire si on digère bien ou pas. Et c'est vrai que beaucoup de personnes témoignent du fait que lorsqu'elles enlèvent les produits qui contiennent du gluten de leur alimentation, elles ont un confort digestif qui est quand même assez incroyable. Il n'y a plus ces ballonnements, cette sensation aussi, cette fatigue post-prandiale dont tu parlais tout à l'heure. Exact. Et donc, ça montre quand même que le système digestif est sursollicité avec des ingrédients qu'il a du mal à digérer. Exact. Donc, on vous invite grandement à découvrir aussi les alternatives au gluten. Donc, tu l'as dit, il y a le quinoa, le sarrasin, le riz. Il y a plein de sortes de riz. En plus, le riz noir, le riz brun, le riz basmati. Donc, vraiment, il y a toute une large palette. Et finalement, en fait, le fait généralement de passer par une phase où on va découvrir d'autres choses, c'est aussi grâce à ça en fait qu'on a découvert d'autres choses. Moi, je sais que dans mon alimentation, ça a beaucoup changé. Lorsque j'ai voulu mettre de côté les céréales à gluten, j'ai découvert d'autres saveurs, d'autres céréales dont j'imaginais même pas l'existence. Complètement. Et puis pour ceux qui aiment faire des gâteaux, c'est de tester différentes farines, les farines de châtaigne. Il y a la farine de coco aussi, qui n'est pas une céréale, mais en tout cas, il y a tout un tas de farines géniales qui sont sans gluten, qui peuvent aussi nous permettre de réaliser des délicieuses petites pâtisseries ou des petits gâteaux très gourmands, et puis qui seront tout à fait digestes. C'est vrai. Donc c'est super pour cette thématique du gluten. Alors c'est vrai qu'on pourrait en parler encore très longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà d'avoir éclairé sur pourquoi on le bannit tant et pourquoi il est un petit peu la risée aujourd'hui, un petit peu dans tous les médias, etc. Tu veux rajouter oui, si tu permets, avant de clôturer sur le gluten, ce qu'il faut savoir aussi, parce que c'est aussi devenu un argument marketing le sans gluten, quand on va dans les rayons sans gluten, ça ne veut pas dire que c'est bon aussi. Parce qu'il suffit de scruter un peu les étiquettes pour se rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui sont beaucoup plus néfastes que finalement de consommer du gluten. Et aujourd'hui, notamment, je pense à tous les gâteaux, les biscuits sans gluten, etc., ils sont bourrés de sucre. Et c'est vraiment une catastrophe. Donc l'intérêt, c'est aussi de ne pas se dire j'évite le gluten et il n'y a pas de gluten, donc c'est bon pour moi. C'est comme pour le bio. Bio, ça ne veut pas forcément dire bon pour la santé. Donc du coup, voilà, il faut toujours vraiment garder conscience qu'il faut analyser un petit peu les étiquettes et surtout être conscient de ce qu'on mange. Oui, et c'est vrai que quand on prend le temps de lire les étiquettes, parfois on peut voir qu'il y a des ingrédients qui finalement seraient pires ou qui vont venir déstabiliser notre glycémie. C'est vrai que la plupart des alternatives sans gluten, généralement, ils proposent des alternatives avec du maïs, etc., qui a quand même un index glycémique très élevé et qui va sursolliciter notre pancréas. Donc, encore une fois, c'est de trouver le juste milieu et d'être en tant que consommateur aussi tout à fait investi dans la lecture des étiquettes pour ne pas consommer n'importe quoi parce que les alternatives ne sont pas toujours adéquates et saines. Exact. Et ça devient aussi quelque part aussi pour certaines personnes, c'est un peu un lobby, le lobby du sans gluten. Et donc c'est devenu une manne financière, bien sûr. Il y a un marché à prendre et effectivement, on ne va pas leur en vouloir. Ils ont vu un marché, une brèche et puis ils y vont. Mais voilà, l'intérêt, c'est vraiment de se responsabiliser et de se dire, voilà, certes, je ne veux pas de gluten, mais à la rigueur, si je veux un gâteau, je le fais moi-même et je sais ce qu'il y a dedans. Oui, ou si vous l'achetez en commerce ou en magasin bio, c'est de vraiment poser la question de quoi est fait ce gâteau, quels ont été finalement les substituts au gluten pour donner cette texture. Exact. De ne pas hésiter à poser des questions pour être sûr de ce qu'on consomme. C'est ça. Et ceci nous amène à glisser vers la viande, qui est aussi vraiment un aliment dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et on se demande, il y a beaucoup de carnivores qui se disent « mais moi j'ai besoin de ma viande, pourquoi elle serait mauvaise pour moi? J'ai besoin de faire du muscle, ça me donne de la force, c'est le côté animal aussi. » Et donc la viande, qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher? Alors, en termes de viande ou en termes d'alimentation de manière générale, il faut vraiment prendre en considération qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, notamment l'hygiène de vie de la personne. Donc, déconseiller un aliment à une personne qui ne bouge pas, qui est sédentaire, et on ne pourra pas appliquer cette même règle pour une personne qui se dépense, qui a besoin d'énergie, qui a un autre mode de vie. Donc, c'est vraiment du cas par cas, et c'est la raison même de la naturopathie, c'est l'individualisation. Par contre, pour la viande, pareil, comme pour les produits laitiers, en fait, on ne peut pas comparer la viande qu'avaient nos ancêtres à celle qu'on a aujourd'hui. Pour les mêmes raisons, en fait. Tout simplement, les mêmes raisons que les produits laitiers, c'est-à-dire qu'il y a une industrialisation, il y a des antibiotiques, des traitements qu'on donne, la nourriture qu'on donne également aux animaux, qui font que finalement, la viande, le produit même, devient de mauvaise qualité. Alors pour la viande, encore une fois, comme pour les produits laitiers, comme pour le gluten, ça va être un aliment qui va être acidifiant. Et là où ça devient problématique, c'est qu'on s'est rendu compte en fait, que la viande rouge spécifiquement, donc quand on parle de viande rouge, ça va être la viande notamment de porc, la viande de bovin, donc de bœuf par exemple, de mouton, de chèvre également, qui va avoir sur l'organisme en fait, des conséquences qui vont être acidifiantes et néfastes. Donc en gros, quand on va dégrader de la viande au niveau digestif, on va produire des acides, notamment l'acide urique, l'acide hyaluré.
qui, eux, vont ensuite être éliminés, mais qui, en excès, vont acidifier le corps. Et tu parlais du fameux effet tampon tout à l'heure, donc c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que le corps, quand il se fait face à une acidification en excès, il va chercher justement à tamponner cette acidité, et donc il va puiser des minéraux dans les organes les moins vitaux, donc ceux qui ne vont pas mettre en péril notre vie. Et c'est ce qui fait qu'on va arriver sur des pathologies de déminéralisation, et ça engendre ce fameux cercle vicieux où finalement on absorbe moins, donc on est moins nourri, et du coup on est plus carencé, donc plus perméable au stress, on produit encore plus d'acidité, et puis c'est un cercle vicieux, et après il faut consulter un naturopathe. Mais du coup voilà, donc l'intérêt c'est de se dire par rapport à la viande spécifiquement, si on consomme de la viande en tant qu'aliment plaisir, il n'y a pas de mal. Et encore une fois, à ce moment-là, il faudra mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Par contre, si on consomme la viande parce que c'est une source de protéines et on se dit oui, il n'y a pas d'équivalent, là c'est faux. Il existe notamment dans le règne végétal des alternatives extrêmement efficaces. Et il y a une chose toute simple, c'est-à-dire que le corps produit des acides aminés. Il y a seulement 8 acides aminés essentiels que le corps ne produit pas. Donc en gros, c'est cela qu'on va chercher. Et quand on va associer céréales et légumineuses, par exemple, on se rend compte qu'on a tous les acides aminés essentiels qui sont nécessaires. Autre chose, quand on parle de protéines aussi, les quantités ont été revues à la baisse. Il y a une époque où on disait qu'il fallait 1 gramme de protéines par kilogramme corporel. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, non, c'est trop. Tout dépend. Si on veut prendre de la masse parce qu'on fait de la musculation, etc., je suis d'accord. Par contre, si c'est juste pour se maintenir, on s'est rendu compte qu'entre 0,5 et 0,6 grammes de protéines par kilogramme corporel, c'est totalement suffisant. Donc voilà, il faut vraiment revoir certains dogmes qui ont été établis en matière de nutrition et venir en fait se dire oui, en fait, je favorise la qualité sur la quantité. Si je veux me faire plaisir en termes de viande, je vais y aller, mais je vais vraiment faire attention à la viande que j'achète. Par contre, si c'est juste une question de protéines, je peux trouver des protéines bien plus assimilées par le corps et surtout moins acidifiantes. Donc je peux faire du bien et derrière être en bonne santé. Oui, tout à fait. Il y a cette question des acides aminés. Et aussi, dans la viande, il y a ce qu'on appelle des tissus conjonctifs qui sont aussi vraiment durs à dégrader quelque part pour l'organisme et qui risquent aussi d'encrasser quelque part le système digestif et de provoquer ce qu'on appelle des putréfactions, qui sont vraiment un excès quelque part protéique. C'est ça. En fonction de la flore qu'on va avoir, effectivement, quand on est dans un excès et qu'en plus de ça, on a tendance à être surchargé, on peut avoir les désagréments, notamment tout ce qui est gaz odorant, qui sont la résultante en fait, d'une putréfaction protéique au niveau du côlon. Donc l'intérêt, c'est de se dire qu'effectivement, ça peut engendrer. Scientifiquement parlant, aujourd'hui, il y a pas mal aussi d'études, sachant qu'il y a aussi un lobby de la viande. Donc il faut savoir que pour les produits laitiers, la viande, les céréales, etc., ou le sucre, il y a des lobbies derrière. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des études aujourd'hui qui font le parallèle et le lien entre notamment la consommation excessive de viande et le développement de cancer. Et ça commence à sortir de plus en plus. Donc du coup, voilà, on se dit effectivement, mais pour moi, en fait, le but, c'est pas de diaboliser la viande, c'est juste de faire en sorte que les gens prennent conscience que c'est l'excès qui va être néfaste. Complètement. Et puis voilà, je pense que beaucoup aussi sont conscients, parce qu'il y a eu plein d'images qui ont circulé sur le net, etc., des conditions mais vraiment ignobles dans lesquelles sont aussi élevés les animaux, parce que c'est devenu vraiment des industries colossales. Les animaux Exactement. sont entassés les uns sur les autres. Donc c'est aussi de se dire que lorsqu'on consomme la viande qui est issue d'un animal qui a été stressé, qui a été vraiment aussi élevé dans des conditions mais diaboliques, le corps il va pas non plus être... Mais on a une information, effectivement, on va recevoir également une information qui n'est pas positive, donc il y aura cet impact-là. Aussi au niveau écologique, pour produire 1 kg de viande, certes c'est juste une question de protéines, autant manger des céréales et des légumineuses, ça coûtera moins cher en eau. Donc vraiment, il y a aussi tout cet impact-là. Donc si c'est culturel et c'est pour le plaisir, y aller avec modération, et puis derrière, si c'est une question nutritive, il y a largement des alternatives. Et on parle beaucoup aussi notamment du fer qu'on va retrouver, le fer héminique qu'on va retrouver dans la viande. Certes, mais on peut parler du fer qu'on retrouve dans la spiruline aussi. Donc voilà, il y a vraiment des alternatives qui peuvent très bien pallier à ce qu'on retrouve dans la viande. Alors justement, parlons un petit peu de ces alternatives, parce qu'on a parlé justement des acides aminés. Donc on disait il y a 8 acides aminés essentiels qui font qu'on a une protéine complète. Donc pour les retenir, il y a une super phrase. Le très lyrique Tristan fait vachement rigoler Iseut, c'est ça ? Exact. Donc leucine, tréonine, lysine, après ça les auditeurs pourront aller regarder, mais en tout cas il y a 8 acides aminés essentiels et on a besoin de ces 8 acides aminés essentiels pour avoir une protéine complète. Donc, voilà, en fait ce qu'il faut savoir c'est que le corps ne peut pas produire ces acides aminés essentiels, c'est pour ça qu'on le dit qu'ils sont essentiels. Le reste il peut le faire. Et en matière de protéines végétales, on a ce qu'on appelle le facteur limitant. Ce qui se passe, c'est quand on va consommer une céréale, le corps va prendre, il va pouvoir produire des protéines notamment à partir de l'acides aminés, le minimum de l'acide aminé essentiel qui est contenu dans la liste des acides aminés. Donc en fait, en gros,
on a tout intérêt à faire les bonnes associations pour augmenter le taux d'acides aminés essentiels, pour au moins augmenter l'apport nutritif, et notamment l'apport protéique de l'alimentation. Donc en gros, l'intérêt, on s'est rendu compte en fait que quand on mélangeait des céréales avec des légumineuses, on avait la proportion idéale en fait pour un repas riche en protéines. Donc l'intérêt, c'est ça. Et c'est d'ailleurs traditionnellement, même s'ils ne le savaient pas, je pense qu'il y a plein de cultures aujourd'hui qui ont des plats traditionnels qui mélangent céréales et légumineuses. Et on pense au fameux couscous, en fait, qui est une très bonne association de céréales et de légumineuses. Semoule plus pois chiches. On a au Pérou le riz plus les haricots rouges. Exactement. Donc il y a plein de traditions, en effet, on retrouve ça. En fait, c'était le très lyrique Tristan fait vachement méditer Isotte et non pas rigoler. Parce que méditer comme pour méthionine. Donc voilà, bon, ça c'est un petit jeu pour retenir les 8 acides aminés essentiels. Mais donc on va nommer quelques alternatives avant de conclure. Et on fera le sucre finalement dans une autre émission. Parce que là, le temps file, c'est tellement des sujets qui prennent beaucoup de temps que là, on est déjà à 45 minutes. Donc, j'ai vraiment pas vu le temps passer pour le coup. Bah ouais, mais c'est tellement passionnant. Tu sais, c'est dû à quoi ça ? Non. C'est dû à la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et qui est sécrétée et qui en fait fait perdre à la personne qui est sous plaisir en fait la notion du temps. On prend tellement notre pied à faire ce podcast qu'en effet, on ne voit pas le temps passer. Alors, les alternatives, du coup, donc effectivement, céréales légumineuses à ce moment-là. Donc, on va aller vers toutes les céréales, toutes les légumineuses, sachant qu'aujourd'hui, il existe même, par exemple, des extraits de protéines de riz, de pois, notamment. La spiruline, qui est très riche donc c'est une microalgue d'eau douce, d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui est très riche en protéines, en plus d'être riche en minéraux, notamment. On va également avoir les algues marines. Je pense au kombu, je pense à la laitue de mer, par exemple, qui vont être très riches en protéines aussi. Il y a le soja, avec la fameuse protéine de soja. Donc, il y a toute une alternative protéine de riz. Enfin, vraiment, toutes les céréales et légumineuses vont être riches en protéines. Et on en trouve aujourd'hui des extraits, donc on peut très bien en avoir. Après, il y a aussi, alors, à mon sens, on a parlé de viande rouge, mais la viande blanche, qui est une bonne source aussi et moins acidifiante. Il y a le poisson. Petite parenthèse pour le poisson, de préférence, étant donné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution dans les mers, petite taille et sauvage. D'accord ? Oui, les petits poissons des mers froides, sardines, maquereaux. Exact. Et en plus, franchement, ça coûte pas cher la sardine et c'est très bon. Donc, du coup, voilà, plutôt aller vers les poissons de petite taille. Donc, on a les poissons et on a également les œufs, qui sont également une excellente source et beaucoup moins acidifiants, puisqu'il n'y a qu'un noyau dans l'œuf. Donc, du coup, il y aura moins production d'acide urique. Donc, l'intérêt, c'est d'aller vers d'autres alternatives, de mélanger aussi, de ne pas se contenter d'aller vers une seule source. Et puis après, de varier les plaisirs. Tout à fait. On peut complètement se faire plaisir en limitant ces aliments qui sont quelque part qui sont source de polémique. Hein, et il y a des raisons pour ça, on vient de toutes les énumérer. Mais en tout cas, c'est de garder cette notion de plaisir qui est fondamentale dans le fait de se nourrir et d'aller explorer aussi les alternatives qui sont généralement très agréables, aussi très appréciables en cuisine. C'est rajouter de la saveur, des nouvelles textures dans son assiette. Et puis là, on a nommé du mieux qu'on pouvait un petit peu tout un tas d'alternatives. Mais si les auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas aussi à les poser en barre de commentaires. On vous invite grandement à poser vos questions par rapport à ce podcast et on se fera une joie d'y répondre tous les deux. C'est une passion commune qu'on a par rapport à l'alimentation saine, santé. Donc, on se fera une joie d'y répondre. Et puis, Sabri, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. On pensait qu'on allait avoir un fou rire et finalement, on a été hyper sérieux parce qu'en fait, on rigole beaucoup avec Sabri, mais là, on a réussi à être super sérieux de A à Z. Et donc, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Merci d'avoir partagé toutes tes précieuses connaissances. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir et on espère que ça vous a éclairé, vous, auditeurs, sur pourquoi ces aliments étaient source de polémique. Et puis, on avait prévu de parler du sucre aussi, mais on le fera dans un autre podcast. Avec plaisir. Et ça nous permettra vraiment aussi de pouvoir prendre le temps sur le sujet et de bien aborder tous les points. Mais en tout cas, on espère que ce podcast sur les aliments polémiques vous a plu. Il y aura d'autres épisodes. Merci encore Sabri. Merci. Et à tout bientôt, chers auditeurs. À très vite. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.